Hey, salut tout le monde, c'est ici, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, deuxième vidéo de review des cartes de l'extension Cataclysme, qui est la prochaine extension qui arrive sur Hearthstone le 17 mars. Dans la précédente vidéo que je vous invite à aller regarder, on a analysé les neutres, et aujourd'hui on va analyser les cartes DK et DH, donc qui sont deux classes qui bénéficient du nouveau mot-clé, d'un des nouveaux mots-clés que je vais vous expliquer juste après. Voilà, ça va être la première analyse. Ces deux classes, moi, qui m'intéressent DH plus que DK. DH, ça va surtout m'intéresser comment le counter, vous allez voir, de toute façon, je vais avoir l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Donc voilà, sans plus tergiverser, on va tout de suite commencer sur un point très important de cette extension, qui est la nouvelle mécanique qui va être accessible que à 5 classes. Alors, il me semble de tête que c'est DK, DH, chaman, guerrier et démoniste. Il me semble que c'est ces 5 classes. Peut-être y en a-t-il 6, je sais pas. De toute façon, vous le verrez, j'expliquerai dans chaque vidéo. S'il y en a une sixième, je l'ai juste pas en tête. Mais c'est une mécanique qui s'appelle Convocation. Donc c'est très similaire à Conjurer de l'époque de Galacron pour ceux qui jouaient au jeu à cette époque. C'est des cartes qui vont améliorer votre colossal, votre serviteur colossal, donc serviteur colossal que vous aurez dans votre deck. J'en parlerai en temps voulu dans cette vidéo. Mais en gros, comment ça va se passer? Votre serviteur colossal, quand il va être invoqué, il va s'invoquer comme les colossaux, c'est la mécanique colossale. Vous jouez votre serviteur, vous l'invoquez, peu importe de quelle manière ce soit, donc ça peut être vous le jouez depuis votre main, vous l'invoquez automatiquement depuis votre main, vous le dupliquez par exemple avec un lieu d'Élise, et il va invoquer ses appendices. Donc vous aurez écrit sur la carte colossal plus X, et c'est X le nombre d'appendices. Ces appendices, c'est tout simplement des petites créatures qui ont chacun leurs effets propres. Et dans cette extension, toutes les classes ont un colossal, et certaines classes ont un colossal qui peut être convoqué. Donc le convoqué, ça veut dire quoi? Ça va tout simplement doubler les statistiques de ces appendices, et doubler aussi leurs effets. Ça marche toutes les deux convocations. C'est-à-dire que vous avez convoqué une fois votre serviteur colossal, il se passe rien. Vous l'avez convoqué deux fois, il se passe rien. Mais à partir de la... Mais une fois que vous l'avez convoqué deux fois, il va se doubler. Donc à partir de la troisième convocation, il sera doublé. Et vous doublez les appendices, vous pouvez les doubler deux fois. C'est-à-dire qu'un appendice qui est une 1-1, vous convoquez deux fois, elle devient une 2-2. Vous convoquez deux fois, elle devient une 4-4. Et ces effets sont multipliés par 4. C'est un peu flou peut-être pour le moment, mais on en parlera plus quand on parlera du colossal des cas justement. La convocation, en plus, exactement comme la conjuration de Galacron, invoque un appendice du colossal. Pardon. Donc vous avez convoqué une fois, deux fois, vous avez deux fois l'appendice de base, et à la troisième convocation, vous allez invoquer un appendice amélioré. Donc voilà, ça peut être très fort en fonction du colossal, ça peut être en fonction de plein de choses, ça peut être très fort. Et on a accès à trois classes qui sont partagées du coup de ces... Trois cartes, pardon, qui sont partagées de ces 5 classes, qui sont en premier l'émissaire de la fin, donc provocation 5-4 pour 5, cri de guerre convoque votre serviteur colossal, donc ça va non seulement convoquer votre serviteur colossal pour l'améliorer par la suite, mais en plus ça va vous invoquer un de ses appendices. Donc voilà, ça peut avoir des effets différents en fonction du serviteur colossal en question. Mais voilà, du coup, c'est une convocation que toutes ces classes ont. C'est assez faible, pour 5, vous convoquez une fois. Mais voilà, peut-être si la convocation est extrêmement forte et sera extrêmement jouée, peut-être que cette carte sera très forte et très jouée, elle aussi. Mais voilà, sinon c'est vraiment la base, la convocation, des mauvaises stats, mais vous invoquez une petite appendice qui sera convoquée, donc pourquoi pas. Ultraction 6-7 pour 6, cri de guerre convoque votre serviteur colossal, donc ça va non seulement augmenter de 1 la convocation de votre serviteur colossal, mais en plus invoquer un appendice du niveau actuel de convocation, et réduire le coût d'aile de mort de 1 cristal, effectuer une convocation pour l'améliorer. En gros, si vous avez convoqué déjà 3 fois votre serviteur colossal, Ultraction va le convoquer une 4e fois et réduire de 4 votre aile de mort. Donc c'est 1 plus 1 par convocation. Ce qui veut dire que par exemple, si vous avez déjà convoqué 2 fois, vous jouez Ultraction sur 6, Ultraction réduit de 3 votre aile de mort coûte 7, et vous pouvez le jouer. Aile de mort, c'est un héros qui coûte 10 mana, aile de mort le brise-monde. Cri de guerre, choisissez un cataclysme à déclencher, convoquez ce serviteur 2 fois pour l'améliorer. Donc en gros, une fois que vous avez fait 2 convocations de votre serviteur colossal et aile de mort, parce que ça convoque du coup les deux,
Eldemort choisira 2 cataclysmes. Une fois que vous avez reconvoqué 2 fois, donc vous avez convoqué 4 fois en tout, Eldemort choisira 4 cataclysmes. Les cataclysmes, c'est ça. Désolé, j'ai pas eu la meilleure qualité, j'ai eu un peu des mal à les trouver en français. Et donc c'est en anglais. Il y en a un, c'est détruire le serviteur adverse avec l'attaque la plus élevée, avec les PV les plus élevés. Donc c'est un peu le héros DK pour 6 mana, cavalier sans tête, mais un peu inversé, ça détruit les PV. Deuxième cataclysme inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Troisième cataclysme mélange 5 dragons légendaires aléatoires dans votre deck, ils coûtent tous 1. Et le dernier, c'est invoque une 12-12, et vous voyez la 12-12, c'est un dragon. Donc, si vous avez convoqué Eldemort une fois, vous en choisissez un. Si vous l'avez convoqué, enfin, si vous l'avez pas convoqué, vous en choisissez un. Si vous l'avez convoqué 2 fois, vous en choisissez 2. Si vous avez convoqué 4 fois, ça balance les 4. C'est très fort, en plus il vous donne 12 d'armure, donc ça vous donne des PV. En fait c'est un peu une Kerrigan, c'est-à-dire que ça fait tout, ça fait du removal, ça fait de l'AOE, ça met du refill. Les dragons dans le deck c'est nul, hein, vous le prendrez jamais de toute manière, vous ne l'aurez que si vous avez convoqué 4 fois. Et ça vous invoque du board, donc c'est vraiment une Kerrigan, en plus ça vous donne du PV, donc c'est super fort. Elle est super forte cette carte. À voir si la méta permet d'atteindre le tour d'Eldemort, le tour 10, ou alors en général le tour 7. Si vous faites Ultraction, c'est pour jouer Eldemort sur 7. Hein. Vous faites rarement Ultraction, vous aurez rarement Ultraction et aucune convocation, et pas 2 convocations sur les tours d'avant. Donc souvent il tombera soit sur le tour 7, soit sur le tour 10 si vous n'avez pas Ultraction. Donc franchement très cool, ça va pouvoir mener à des choses vraiment marrantes. C'est une carte qui en plus a un pouvoir héroïque que j'ai pas montré là, mais je vais vous le dire. C'est pour 2 mana, donne 5 attaques à votre héros pendant ce tour, donc c'est très fort. Ça vous donne vraiment cette reach parfois supplémentaire dont vous aurez besoin. Donc vous allez poser votre Eldemort, vous allez clear le board, poser une petite 12-12, parfois faire seulement 2 effets. Si vous avez que détruit la créature avec les PV les plus hauts et inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, c'est déjà fort, hein, selon moi. Vous n'avez même pas besoin d'avoir tous les effets. Et voilà, et derrière vous allez avoir 12 d'armure, donc de la survivabilité, et de quoi aller mettre des patates à votre adversaire pendant tout le reste de la partie en fait, tout simplement. Et 5 dégâts par tour, c'est très fort, surtout avec le DH qu'on va voir plus tard, parce que DH, les 5 dégâts, ils peuvent très vite se transformer en 10 dégâts, pardon. Donc faut faire très attention. Et sinon, ouais, c'est juste une bonne carte, juste un bon set de cartes en fait, faut voir comment ça se met. C'est vraiment dans un plan de jeu tempo, où il faut que vous ayez le board pour jouer le traction. Eldemort, il vous aide un peu à reprendre le board, mais bon, vu tous les gros outils de tempo qui existent aujourd'hui, enfin qui vont exister à la suite de cette extension dans le jeu, c'est peut-être pas suffisant d'infliger 4 dégâts à tous les adversaires. Donc faudra voir, est-ce que Eldemort parfois ce sera insuffisant? Est-ce que les 12 d'armure pallieront à ça justement? Faut voir, mais en tout cas c'est un outil qui a l'air intéressant, ça a pas l'air très dur à jouer, hein, honnêtement. Poser un gros tour 10 c'est pas très dur à jouer, mais voilà, moi j'ai hâte de pouvoir les jouer. Et de toute façon on reparlera de ces cartes au fur et à mesure qu'on avancera dans les classes, parce que y a des classes qui s'appuieront plus ou moins dessus. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet avec le colossal du DK, Onyxia ressuscité. Donc je suis désolé, les petits appendices ils seront en anglais, j'ai pas réussi à les trouver en français parce que je peux pas copier les images sur le site officiel d'Hearthstone. Du coup je suis allé les choper sur HS Top Deck et c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Onyxia ressuscité, c'est un colossal du coup plus 2 qui va invoquer 2 ailes d'Onyxia. Bon là il y a l'aile de gauche que j'ai mis à droite, mais bon vous comprenez, hein, à droite il y aura une aile de droite et à gauche il y aura l'aile de gauche. Quand votre héros ou héroïne devrait perdre des PV pendant votre tour, son maximum de PV est augmenté d'un montant équivalent à la place. Donc j'imagine déjà que ça marche si vous tapez avec une arme. Vous ne perdez pas de PV. Par exemple, si vous tapez avec l'arme vol de vie, non seulement vous vous soignerez des dégâts que vous prenez, mais en plus vous vous soignerez du vol de vie, des dégâts que vous infligez. Donc je pense que ça marche aussi avec les armes et avec tout ce qui vous inflige des dégâts en fait tout simplement. Et surtout ce qui est puissant, c'est avec les ailes d'Onyxia. Quand l'aile est invoquée, vous obtenez un serviteur aléatoire qui coûte 2 et il coûte pendant ce tour des PV au lieu de cristaux de mana. Quand vous jouez des cartes qui convoquent Onyxia, vous allez invoquer des ailes et récupérer des créas à jouer avec vos PV. Donc vous allez dépenser des PV pour générer de la value, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, dans un deck qui a l'air de s'orienter contrôle. Hein, vos PV, ce sera une ressource que vous allez pouvoir manipuler, surtout qu'on a encore pas mal de soins, on a encore le ptérodactyle, on a une nouvelle arme vol de vie en DK, donc ça va pas trop être un problème je pense de dépenser des PV. Et du coup ça va vous générer de la value, donc c'est pas trop mal.
Et quand vous allez jouer avec Onyxia, évidemment, vous allez vous soigner. Donc une fois que vous avez convoqué 2 fois, cette aile devient 2-2. Et les appendices invoqués par vos cartes de convocation, qui ne seront pas vraiment des ailes, ce seront des soldats, parce que ce serait bizarre d'invoquer juste l'aile. Donc vous invoquerez des soldats d'Onyxia qui, quand vous aurez convoqué 2 fois, seront 2-2 et vous donneront un serviteur qui coûte 4. Et quand vous aurez convoqué 4 fois, ils seront 4-4 et donneront un serviteur qui coûte 8. Donc avec Onyxia, vous allez invoquer une 3-6, 2 4-4 et invoquer 2 T8 qui seront gratuits et qui vous soigneront de 8. Donc vous allez vous soigner de 16. Autant dire que c'est un sacré powerplay, ça va beaucoup vous soigner. Votre adversaire va devoir gérer Onyxia parce que sinon vous allez juste pouvoir faire des dingueries. Onyxia doit être géré. Bon, c'est une 3-6, c'est un tour 9, ce sera géré, mais il doit la gérer, voilà. Les appendices, c'est des petites stats et derrière vous aurez 2 tours 8, quoi. Donc vous allez faire énormément de value sur votre tour et vous soigner. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gestion. Alors j'imagine qu'il y a des T8 qui pourront permettre de faire de la gestion, mais à proprement parler, Onyxia n'a pas de gestion en elle-même. Et c'est juste vraiment un gros board très large et des PV. Des gros boards très larges, il y a plein de colossaux qui en font dans cette extension, on le verra justement par la suite. Donc est-ce que c'est vraiment un plus important de faire un gros board T9 ? Je sais pas. Parfois ça peut être un peu compliqué. L'avantage c'est qu'on soigne de 16, hein, et se soigner de 16 c'est toujours fort. Mais voilà, est-ce que certains decks vont pas justement réussir à faire plus que mettre 16 dégâts de pression ? On parlait de Eldemort justement qui peut mettre une 12-12. Hein. Est-ce que par exemple, voilà, avec Eldemort, plus ci, plus ça, plus les 5 dégâts du Hero Power, j'ai tendance à penser que ça peut être un peu short de temps en temps. Mais voilà, vous pouvez par exemple équiper une arme aussi, comme ça si en face il y a une 12-12, vous faites Onyxia, vous tapez dans la 12-12, vous soignez de 12. Je sais pas. Franchement, j'aime bien la carte, je trouve qu'elle est forte. Je pense qu'elle sera forte. C'est vraiment une carte de contrôle. Et elle est là dans un archétype contrôle. Le problème, c'est, voilà, on perd Explosion Morbide, on perd des bons outils de contrôle, on perd Gnomelia, on perd Bob. Est-ce que contrôle sera toujours un bon archétype, vu la puissance de la tempo et des powerplays que vont nous proposer les decks par la suite ? Je sais pas. Franchement, je suis assez dubitatif sur cette carte. Je l'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup qu'elle soit jouée, mais voilà, j'ai peur qu'elle se fasse un peu dépasser par les decks tempo, parce que j'ai l'impression que c'est ce vers quoi se dirige Hearthstone. Seconde carte, hop là, réanimation expérimentale, convoque Onyxia et inflige 4 points de dégâts à chaque serviteur adverse. C'est un board clear, et vous pouvez poser un peu de tempo derrière. Ça va rarement être une grosse tempo. Souvent, à ce stade de la game, vous allez avoir convoqué 2 fois. Donc souvent, à ce stade de la game, vous allez invoquer une petite 2-2 et avoir un T4 à jouer avec vos PV. Donc, en général, ça va mettre une petite pression sur le board. Hein. Après, bon, c'est que 4 points de dégâts. Encore une fois, c'est ce que je disais avec Eldemort. Est-ce que, tour 6, peut-être, ça va être un peu plus courant, mais est-ce que, dans le Hearthstone du 17 mars, infliger 4 points de dégâts à un board, ça sera suffisant pour le tuer ? Vu que ça frappe que les adversaires, ça veut dire que peut-être vous allez pouvoir aller prendre quelques petites raids, que si vous vous basez un peu sur de la tempo, peut-être que voilà, vous pourrez toujours faire quelque chose, je dis pas le contraire. Mais ça me paraît quand même un peu compromis, parce que voilà quoi, si en face, Chasseur, je prends souvent l'exemple de Chasseur, mais Chasseur il fait une 6-6 tour 3, donc infliger 4 points de dégâts sur le tour 6, souvent j'ai envie de dire que c'est un peu tard comme AOE. Il y a beaucoup d'AOE qui coûtent 6 dans cette extension. Il y en a 3 en réalité pour 3 classes différentes qui vont s'axer un peu vers le contrôle. Et je trouve que 6 c'est un peu tard. Voilà. Surtout que DK perd pas mal d'outils pour survivre en early. Il perd beaucoup d'outils de génération de cadavres notamment. Donc pour les ptérodactyles, ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà, est-ce que ça va être jouable ? Est-ce que ça va pas l'être ? Je sais pas. Je pense que ça sera testé. Et je pense que DK sera un deck contrôle qui sera OK. Surtout que là, c'est un double 100. Hein, je ne l'ai pas dit, Onyxia aussi, c'est du double 100. Je vois pas trop Alexandros Mograine là, se mettre dans l'engrenage. Hein. Je pense qu'on va plutôt être sur du 2 rouge 1 vert. Et pourquoi pas, en vrai. Mais voilà. Un peu dubitatif sur cette AOE. Je pense que ça peut être fort. Voilà, c'est du clear et ça met du board. Pourquoi pas. Technicienne maniaque, 2-5 pour 4, vol de vie, cri de guerre, convoque Onyxia. C'est de la convocation pour 4 mana. Le body est faible, mais comme on l'a dit, la convocation d'Onyxia crée du board. Donc en fait, c'est pas très grave d'avoir un body qui est faible. J'aime bien cette carte. Elle tombe un peu tard, cela dit, hein, parce que ça fait quand même... Les convocations d'Onyxia, elles sont quand même très très dures, parce que vous avez
2 tours 4 du coup, ceux-là, 2 tours 5 avec les neutres qu'on a vus, et 2 tours 6, et je pense qu'on sera obligé de jouer les 3 cartes en fait. Je pense que typiquement, ce deck sera obligé de jouer les tours 5 qui convoquent, parce que bah, sinon c'est juste on aura trop peu de convocations et on l'aura convoqué 2 fois max. Et en fait, je pense qu'Onyxia a vraiment besoin d'être convoqué au max pour être joué, parce qu'il faut vous soigner de 16 quand vous la jouez, sinon vous allez juste mourir. Mais sinon, voilà, cette carte est bien, c'est du vol de vie, c'est un petit body, qui invoque un petit body, qui invoque un petit body, et qui va vraisemblablement vous soigner des PV que vous avez dépensés pour invoquer le serviteur de la convocation. Donc pourquoi pas, c'est toujours 2 runes rouges, hein, évidemment, ils veulent que ces 3 cartes fonctionnent ensemble, hein, et c'est logique hein, en réalité, parce que vous ne jouerez pas Onyxia sans jouer les 2 autres, c'est un peu clé en main, et sans jouer le T5 hein, à mon avis, et Aile de Mort et Ultraction. En fait là vraiment on a un package où on a 2, 4, 6, 2, 5... 6, 7, 8, 9, on a 9 cartes là qui sont un peu des auto-includes si on veut jouer le package Onyxia. Mais voilà, moi j'aime bien, j'en ai beaucoup parlé, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur la suite, mais voilà, ce colossal m'intéresse, je l'aime bien, je pense pas qu'il sera broken, et je pense qu'il aura un archétype contrôle qui sera ok, mais qui se fera dépasser par certains archétypes de tempo, selon moi, parce que la tempo sera juste trop puissante, on aura trop de gros boards, trop tôt, et malheureusement tout ça, ça arrive un peu tard, quoi. 6 mana et 4 mana, ça arrive un petit peu tard. Et on va continuer sur cette review DK avec un autre package qui synergise bien avec Limbu, c'est pour ça que je vous le montre. Oui, il y a eu un passage coiffeur entre les deux plans, hein. C'est peut-être pour ça que ma coupe de cheveux a changé. Mais on va passer sur un package qui marche très bien avec l'Imbu du DK. Je commence par vous montrer déjà les cartes Imbu qu'on a actuellement dans le jeu, hein, qui sont en DK, donc, qui s'ajoutent à Chevalier Floramère, hein, qui est la 2-3, qui sera joué évidemment dans le package. En DK, on a 2 cartes. Un sort à 3, irrévocabilité, qui fait que vous piochez un mort-vivant et qui emprunte 2 fois votre poids héroïque. Et une arme 3-2 pour 3, qui en cri de guerre emprunte votre pouvoir héroïque. Ces cartes sont pas des très bonnes cartes d'Imbu, hein, évidemment, elles n'étaient pas jouables jusqu'à maintenant. Et le pouvoir héroïque d'Imbu, c'est que votre premier mort-vivant à chaque tour gagne plus 1 d'attaque, plus autant d'attaque que vous n'avez déclenché d'Imbu, hein, évidemment. C'était évidemment injouable, hein, parce que c'était en buff, en beaucoup moins bien, parce que c'était que le premier mort-vivant, enfin c'était vraiment très bizarre. Mais maintenant, on a 3 nouvelles cartes qui pour moi rentrent extrêmement bien dans ce package, qui sont, pour commencer, le Cauchemar Effroyable, qui est une 3-3 pour 3 bête, donc pas mort-vivant, il ne synergise pas avec le pouvoir héroïque, mais il synergise dans cette logique de donner de l'attaque, et vous allez voir, je le rentre dans ce package parce que les cartes d'après ont vraiment une interaction poussée avec l'attaque. Ce serviteur en cri de guerre donne à un serviteur dans votre main ou sur le plateau un montant d'attaque égal à l'attaque de ce serviteur. Donc selon moi, ce qu'on va pouvoir faire avec cette carte, c'est la jouer. Vous allez choisir votre main ou le plateau et ça va donner à un serviteur aléatoire. Je ne pense pas qu'on puisse choisir quel est le serviteur. Si on peut choisir, évidemment, c'est beaucoup plus fort. Mais moi, à mon avis, ce qu'on pourra faire, c'est choisir entre plateau ou dans votre main. Et voilà, vous aurez 2 choix et vous devrez choisir de le donner à l'un des deux. Je pense que ce sera souvent meilleur de le donner sur le plateau, surtout sur une curve d'un tour 2 par exemple. Mais voilà, c'est une petite créature, c'est pas hyper fort, mais ça synergise bien avec ce qu'on va voir juste après. En parlant de ça, la mer des couvées chromatiques, mort-vivant. Donc cette fois, ça synergise avec le Limbu et dragon. Donc ça synergise aussi avec les synergies dragon, hein, notamment la petite 4-3 qu'on a vu hier, qui pourra très bien marcher dans ce deck. Ruée, chaque fois que ce serviteur attaque, réinitialise un montant de cristaux de mana égal à son attaque. Donc on a encore de la réinitialisation de mana, hein, on a beaucoup de mana cheat dans cette extension. C'est extrêmement fort, cette carte est monstrueuse je pense, parce que déjà, vu comme ça, vous la jouez, c'est une 2-5 pour 2. Ruée, c'est fort. Une 2-5 pour 2 ruée, c'est toujours fort. Elle tombe sur le TK, donc c'est pas insane, mais c'est déjà pas mal. Si vous avez un d'Imbu, c'est une 2-5 pour... c'est une 3-5 pour 1 ruée. Et si vous avez 2 d'Imbu, par exemple, si vous avez fait le tour juste avant le sort, hein, dont on parlait, hein, l'irrévocabilité, vous avez une 4-5 pour 4 ruée, qui coûte une 4-5 pour 0 du coup, qui vous refresh 4. Donc vous pouvez la jouer. Et vous pouvez jouer autre chose après derrière. Enfin, je trouve ça monstrueux en fait. Le fait que ça prenne un trade et que ça vous refresh du mana, je trouve ça monstrueux. Évidemment, si vous avancez plus loin dans la game, vous pourrez vous refresh plus que 4 mana. Donc vous pourrez, si vous avez 6 mana et qu'elle a 6 d'attaque, vous pourrez jouer tout votre tour, vous jouez tout votre mana, ensuite vous attaquez et vous avez de nouveau 6 mana. Donc c'est littéralement une inerve à l'ancienne qui invoque en plus une 6-5, donc c'est super fort. Enfin,
Pour moi, cette carte est très forte. En termes de tempo, c'est monstrueux. Ça va souvent aller prendre une gestion, ça va souvent rester en vie parce que ça a 5 PV. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que la tempo de cette carte, si la sortie se passe bien, si vous avez au moins un d'imbu dans vos cartes d'avant, cette carte est monstrueuse, quoi. Genre, je vois pas comment cette carte ne sera pas un problème en DK imbu, en fait. Et c'est de la triche, hein. C'est de la triche, c'est encore des cartes qui trichent, donc j'ai peur que ça génère de la frustration. Mais ouais, pour moi, cette carte est très forte. Et dernière carte qui combo très bien dans ce package, hein, toujours une rune bleue. Là, on est à une rune bleue de vert, une rune bleue, une rune verte. Hein, donc je pense que ça dirige plutôt vers un archétype de vert, un bleu, de bleu, un vert, pardon. Avec la 5-5 qui envoie des cadavres, là, qui envoie 10 répartis, enfin qui envoie 2 fois 5 dégâts sur les adversaires. Avec le corps de l'hiver. On perd peut-être le corps de l'hiver. Je sais plus si on perd le corps de l'hiver. Mais voilà, on a un archétype de bleu qui peut être tout à fait sympathique, hein, qui pourra tout à fait marcher. Et on a du coup l'expérience de l'aile noire, qui est une 3-1 pour 2, qui en râle d'agonie, vous obtenez un sort coûtant 2 cristaux, qui inflige un montant de dégâts égal à l'attaque de ce serviteur. C'est un mort-vivant dragon. Encore une fois, on a la synergie dragon, en plus d'avoir la synergie mort-vivant avec l'imbu, on a la synergie dragon qui est très forte. On le voit, hein, actuellement dans le jeu et sur les cartes qui sont en train d'arriver. Mais en fait, ça, plus ou moins, vu comme ça, c'est une 3-1 qui vous donne un éclair de givre, mais qui gèle pas dans la main, donc un 3 dégâts pour 2, donc c'est de la reach. Si vous avez, par exemple, fait irrévocabilité avant, c'est une 5-1 qui vous donne 5 dégâts pour 2. Enfin, je trouve ça très fort, en fait. Je trouve ça vraiment très puissant. Ça vous donne une reach qui est assez inestimée, hein, pas inestimée, insoupçonnée, parce que voilà, vous pouvez aller chercher votre adversaire de très loin, très très vite. Avec la mer des couvées, ça coûte moins cher. Avec le cauchemar effroyable, vous pouvez lui donner plus 3 d'attaque. Enfin, c'est quand même vachement fort. Ça veut dire que ça vous donne une boule de feu pour 2. Je trouve cette carte monstrueuse. Voilà, vous pouvez la slam sur 2 et votre adversaire doit la gérer. Votre adversaire doit envoyer un dégât, parce que sinon vous pouvez la buffer avec le cauchemar effroyable. Rien que cette menace vous permet de jouer quelque chose et de forcer votre adversaire à réagir. Et s'il réagit, vous avez 3 dégâts pour 2. Vous avez un Corpse Cycle, un glas à la crème, qui reviendra pas dans votre main malheureusement, mais voilà, qui coûte pas cher, c'est de la reach, quoi. Pour moi, c'est très fort dans un deck tempo agressif. C'est très fort en early parce que vous posez un petit board et que vous avez une petite carte de reach. Et c'est très fort plus tard parce que plus tard elle sera buffée. Et par exemple, si vous avez 3-4 imbu, elle vous donnera 6-7 dégâts en main. Et souvent, ça permet d'aller tuer, quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment phénoménal. À ne pas oublier aussi que le package imbu peut toujours bénéficier de la présence du limon, qui, vous savez, mange un serviteur et recrache ses stats sur un autre serviteur. Vu qu'on buff beaucoup l'attaque de nos serviteurs, voilà, on pourra très bien, par exemple, sur un tour 7 éventuellement, jouer expérience de l'aile noire qui prend 2-3 d'imbu, qui prend 2-3 dégâts d'imbu. Donc voilà, par exemple, qu'elle a 6 d'attaque, on la mange avec le limon. Du coup, on récupère un sort qui donne plus 6 plus 1 à un serviteur et un sort qui inflige 6 points de dégâts. On buff un serviteur sur le board et paf, on envoie 12 de dégâts dans la tête. Je trouve cette combo monstrueuse. Bon, il faut qu'il y ait une créature qui reste en vie évidemment, mais vu le caractère tempo de notre deck, c'est assez probable qu'une créature reste en vie. Donc je sais pas, je trouve ça très puissant. L'output qu'on peut balancer, je le trouve monstrueux et je pense que ça synergise très bien avec beaucoup de cartes qui sont aujourd'hui dans le jeu. Et ça synergise aussi bien avec la prochaine carte, la griffe de commandement. Donc c'est une carte 1 vert, hein. On a dit, hein, on pouvait mettre un vert et un bleu dans cet archétype. C'est une arme 2-2 pour 2. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, donne plus 2 d'attaque à un serviteur allié aléatoire sur le terrain, bien sûr. Ça veut dire que cette arme va déjà mettre 4 dégâts, donc c'est du burst, hein, mine de rien. Une arme 2-2 pour 2, c'est ok. C'est mieux 3-2, mais 2-2, c'est ok. Et en plus, elle va donner 4 d'attaque à votre board. Si vous la donnez sur ça, évidemment, vous faites l'arme sur 2 et ça sur 3. Écoutez, vous allez choper 5 d'attaque sur ça, donc vous allez récupérer un sort à 5. Et dans l'ensemble, ça marche bien avec la mer des couvées. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une très bonne carte. C'est vraiment une très bonne carte. Le facteur, le côté 2-2 qui fait qu'elle va pas mettre beaucoup de dégâts, c'est peut-être un problème. Moi, je pense pas. Je pense que le 2 d'attaque sera suffisant pour rendre la carte très forte. Mais on verra. On verra. Moi, j'aime bien la carte. Je trouve que ça synergise très bien dans ce petit package là de 4 cartes avec l'imbu. Je le testerai.
Et on verra ce que ça donne. Le festin alléchant, 8 mana, 2 runes vertes. Donc celle-là, on pourra pas le jouer. Alors on pourra le jouer si on joue 2 verts dans cet archétype. Invoque 5 Drake mort-vivant, 5/4. Dépensez 8 cadavres pour leur conférer ruée. C'est de la stat, c'est 25-20 de stat en théorie. Avec ruée, ça peut être très fort. Assez lent quand même. Et on se posait beaucoup la question, je me posais la question dans les précédentes reviews de cartes. Est-ce que infliger 4 dégâts à tout un board c'est suffisant? Est-ce qu'invoquer des 5-4 ruées c'est suffisant? Je sais pas. Ça peut-être, il peut y avoir un deck un peu à la manière d'Ombre du passé, hein, qui donnait des effets aléatoires, qui invoquait 4, 3, 2. Ombre du passé, ça coûte quand même 6, quoi, et la carte est déjà pas monstrueuse. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on avait beaucoup mieux, sachant qu'on n'a pas des effets aléatoires qui peuvent un peu clutch parfois. Je sais pas. Je pense que cette carte ne sera pas jouée, je la trouve pas très forte. La restriction de 2 vertes oblige à ne pas jouer de bonnes cartes. Donc, je sais pas. J'aime pas trop cette carte, je pense qu'elle ne sera pas jouée. Et elle ne marche pas, hein, avec le pouvoir héroïque, parce qu'il faut que vous jouiez le mort-vivant, hein, ça peut pas être invoqué. Parce qu'on aurait pu se dire, le premier Drake mort-vivant récupère un buff d'attaque, mais non, ça ne marche même pas. Donc non, je pense que cette carte ne sera pas jouée. C'est un sort cher, donc ça rentre dans le pool de sorts chers. Mage c'est bien pour Mage, par exemple, Mage Quête sur le sort à 7, de récupérer ça, c'est quand même assez monstrueux, parce que Mage Quête, sur le tour 7, aura très souvent des cadavres. Donc ouais, pourquoi pas sur comment s'appelle le sort à 7, j'ai oublié le nom. Relique des Rois, il me semble. Ça pourrait être bien de le récupérer sur Relique des Rois. Mais sinon, voilà, le sort ne sera pas joué, je pense. Le Barou d'honneur de Talanji, c'est encore une carte de vert, donc encore une restriction un peu compliquée. Confère à vos serviteurs Aldagonia, invoque un serviteur aléatoire coûtant 4 cristaux. Bizarre, encore une fois, hein, vraiment le spot est bizarre. Pour Mage, non, Relique des Rois, c'est pas 5, hein. Relique des Rois, c'est plus haut. Donc non, pour Mage, c'est même pas utile. Faut que vous ayez le board, faut que vous ayez un sacré avantage sur le board et que vous acceptiez de dépenser tout votre tour 5 pour donner, du rip-up à votre board. C'est fort, hein, si vous avez déjà le board, et si la méta se base sur des gros decks très contrôle qui ont 1 ou 2 clears dans le deck et qui sinon jouent autour du board, pourquoi pas, mais sinon ça me paraît quand même beaucoup trop cher. Et ça invoque des T4, quoi. Les T4, c'est pas les meilleures cartes du jeu. Donc non, je ne pense pas que cette carte sera jouée. Et enfin, Victor Nefarius, 4/4 pour 4, mort-vivant, cri de guerre, fabrique un dragon mort-vivant personnalisé, il coûte 3 cristaux de moins si vous avez un dragon en main. Donc c'est un peu comme les bêtes, les zombistes, hein, les bêtes zombies, je sais même pas comment ça s'appelle en français, les zombettes. Vous allez avoir un dragon, un mort-vivant, et vous allez faire un combo des deux qui a une combinaison des deux effets. Si vous avez un dragon en main, il coûte 3 cristaux de moins. Voilà, faut voir si la carte sera jouable. J'y crois pas des masses en vrai. Ça se cale dans un deck dragon, c'est encore une fois une rune verte, donc ça peut se caler dans un 2 bleu 1 vert. Il faut avoir pas mal de dragons en main. C'est un mort-vivant lui-même, donc il prend l'Imbue, mais bon, l'Imbue sert à rien sur lui. Et le dragon mort-vivant créé prend l'Imbue aussi. Ça peut clutch, ça peut faire des trucs vraiment cool, surtout s'il coûte 3 de moins. Et dans un deck DK Dragon, ce sera joué, mais est-ce qu'on a vraiment de quoi faire du DK Dragon, sachant que les dragons vont très bien avec le package Imbue, et le package Imbue est déjà assez rempli, quoi. Ça pourrait être joué aussi peut-être avec Onyxia, hein. On fera 2 rouges 1 vert pour un plan de jeu plus long, parce que Onyxia est elle-même un dragon, hein, et un mort-vivant. Donc pourquoi pas. Je sais pas si je suis trop fan de cette carte. Je pense qu'elle pourra être jouée. C'est un T4, ça prendra le slot de Xavius. Est-ce que c'est meilleur que Xavius? Je sais pas. Ça prendra certainement le slot d'Elise qui va devenir très nul. Mais non, la carte me déplaît pas en soi. Je la trouve relativement correcte. Et elle est fun à jouer surtout. À voir, en fait, je peux pas prédire si ce sera fort, hein. On peut pas trop prédire si ce sera fort. Il faudra voir comment ça se met, dans quel spot c'est bien. À quelle fréquence ça vous donnera un T5 pour pouvoir l'enchaîner, juste avoir un très bon T5 qui coûte 8, hein, ça va être assez souvent, mais voilà. Quelle est la fréquence à laquelle vous aurez vraiment un truc qui se cale très bien, tu vois. Pas un truc qui coûte 3, pas un truc qui coûte 4. Faut voir. Est-ce que vous pourrez créer un deck avec suffisamment de dragons pour activer ça systématiquement aussi? À voir, mais moi j'aime bien la carte.
Et on va pouvoir continuer avec le DH, donc en commençant par son colossal. Hein. Donc DH est aussi une classe qui bénéficie de la mécanique de convocation, et pas conjuration. Et le colossal, c'est Azshara, déesse de la mer. Colossal plus 2. 8-8 pour 8, votre héros ou héroïne a Furie des Vents. Donc, comme tous les colossaux, quand elle s'invoque, elle va invoquer automatiquement 2 tentacules, d'où le plus 2. Et chacune de ces tentacules est une 2-1 qui, quand invoquée, donnera à votre héros plus 1 d'attaque ce tour. Et évidemment, vous convoquez 2 fois, elle sera 4-2 et elle donnera plus 2 d'attaque. Vous convoquez 4 fois, elle sera 8-4 et elle donnera plus 4 d'attaque. Autant dire que convoqué 4 fois, vous avez 2 tentacules, 8-4, qui vont vous donner chacune 4 d'attaque, vous allez avoir 8 d'attaque. Et votre héros va avoir Furie des Vents, donc vous allez mettre 16 dégâts. Si vous avez joué Aile de Mort et que vous avez 10 mana, vous allez mettre 26 dégâts. Donc c'est du gros burst, très 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 gros burst. Très fort, très fort. Il y a 2 moyens de contrer ça. Déjà, c'est de mettre beaucoup de taunt, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de méta avec beaucoup de taunt. Surtout que voilà quoi, c'est de la tempo. Il faut vraiment des bons tones de tempo, et pour l'instant j'ai pas trop l'impression qu'on en a vu énormément. Guerrier on a peut-être certains, guerrier on a quelques-uns, mais sinon ça risque d'être compliqué. Le deuxième moyen de battre ça, c'est de geler. Et aujourd'hui on a le Glacial Shard, hein, la 2-1 pour 1 qui gèle. Mage a accès à Frostbolt, parce que Démoniste et DK perdent le gel, perdent la majorité du gel de héros, notamment avec la rotation. Donc voilà, on a les shards, on a les frostbolts de mage qui pourront contrer ça, qui seront assez chiants. Mais sinon voilà, c'est une excellente carte, c'est du gros burst et c'est du gros board. C'est pas de la gestion, ça veut dire que si vous prenez trop la pression et que vous n'avez pas de quoi tuer, bah ça va être un peu inutile. Hein, donc voilà, c'est pas une carte qu'il faut jouer si vous prenez trop la pression. Mais souvent vous allez pouvoir tuer en fait, parce qu'on va juste voir les cartes de convocation et qu'on va tout de suite très vite comprendre. Première carte de convocation, Infusion gangrénée, sort à 2 de fiel, important le fiel, convoque Azshara, votre héros ou héroïne a vol de vie pendant ce tour. C'est fort parce que ça convoque, ça permet d'aller chercher du burst et ça vous rend des PV. Donc ça permet de préparer l'arrivée d'Azshara en fait. En même temps c'est à ça que sert la carte, mais vous la convoquez donc vous l'améliorez. Vous faites des dégâts, donc vous descendez le pool de PV, les PV de votre adversaire, donc vous les mettez plus facilement à portée d'Azshara. Et en plus, vous vous soignez, donc vous augmentez vos chances de tempo jusqu'à Azshara. Donc en fait, cette carte, elle fait vraiment, littéralement, les 3 choses dont vous avez besoin quand vous jouez Azshara, en plus de vous invoquer un petit board, un petit body, ce qui peut être tout à fait correct. Donc vraiment, cette carte, elle est très, très synergique avec Azshara, en fait. Et c'est pour moi, une des cartes les plus synergiques avec son colossal de tout le jeu, actuellement, enfin de toute cette extension. Et j'aime beaucoup cette carte en fait. Bon, évidemment, si on joue à Azshara, les 2 cartes de convocation seront jouées, hein, évidemment. Et la deuxième, du coup, c'est le Seigneur Cuirassé. C'est un Naga 3-1 pour 3 ruée, qui en cri de guerre convoque Azshara. La statline est mauvaise, mais encore une fois, on a une bonne synergie parce que c'est une ruée 3-1, donc vous allez souvent aller gérer une petite créa. Qui convoque, donc ça fait ce que je vous ai dit. Hein, plus tard, ça vous permet d'accéder à une Azshara plus rapidement. Vous allez mettre des dégâts. Donc voilà, ça vous rapproche du kill avec Azshara. Je trouve ça vraiment très bien designé, hein, honnêtement. Ça vous rapproche du kill avec Azshara, ça vous met un petit body et ça vous fait une petite gestion. Franchement, ces 2 cartes sont vraiment très cool. Pour moi, c'est les meilleures cartes de convocation de tout le set. Elles sont vraiment monstrueuses combinées avec Azshara. Et Azshara sera joué en fait grâce à ça. Azshara sera joué. On jouera en plus, je pense, la 5-4 parce que on n'a pas des masses de convocation. Et pour Azshara, pour le coup, ça fait aussi partie des colossaux. C'est pas les seuls, on en verra d'autres. Mais ça fait partie des colossaux qui ont besoin absolument d'avoir la convocation à 100% pour être à son prime. Parce que sinon, en fait, Azshara, vous la jouez, si elle est convoquée que 2 fois, vous mettez que 8 à votre adversaire. Et 8, ça tuera jamais. Donc c'est là, vous avez besoin de la convoquer 4 fois. Et ça va être compliqué de dupliquer enfin, on peut pas dupliquer de sorts, hein, pour le moment. Donc les infusions, il va falloir peut-être les découvrir. Enfin, j'ai dit on peut pas dupliquer de sorts, mais vous allez voir. Faudra essayer de découvrir des infusions, essayer de les dupliquer, essayer de faire des choses. Donc je pense qu'on jouera au moins une fois la 5-4 qui permet de convoquer pour justement arriver plus facilement à cette convocation de 4 cartes. Donc ensuite on a un autre petit archétype qui se crée en combinaison, je pense, avec cette conjuration.
avec cet Ashara. Je pense que les deux pourront être joués ensemble. Donc c'est le Nespira ensorcelé. Donc le Nespira ensorcelé qui est un lieu qui coûte 3 mana, un lieu légendaire qui a 5 de durabilité, donc c'est énorme. Inflige 1 point de dégâts, donc c'est faible. Se réouvre une fois que vous avez lancé un sort de fiel, et en râle d'agonie, il invoque Nespira libéré. Donc Nespira libéré, c'est lui. Bon, désolé, la qualité est pas très bonne, encore une fois, j'ai eu du mal à le trouver. Nespira Unshackled, donc Nespira libéré. Après que vous ayez lancé un sort de fiel, récupère un naga aléatoire qui coûte 1. Donc, enfin, le naga coûte le prix qui coûte, mais lorsque vous l'avez dans la main, il coûtera 1. C'est une 6-6 hein, qui est invoquée directement après le lieu. Donc ça nous fait penser à lui évidemment, hein, avoir le seigneur cuirassé parce qu'on a un pool de naga qui est très réduit, hein, parce qu'on perd l'élève des marais notamment. Donc on a vraiment un pool de naga qui est extrêmement réduit. C'est très fort, c'est très très fort, c'est vraiment très fort si vous arrivez à récupérer plusieurs fois de seigneur cuirassé. Donc voilà, vraiment la carte est très bonne, en plus ça vous génère de la value. Ça vous fait une 6-6, vous mettez un lieu pour 3 qui infligera 5 points de dégâts. C'est pas horrible, c'est pas bon, mais c'est pas horrible. Et en plus des sorts de fiel, bah, on le voit avec l'infusion gangrénée, hein, on a un sort de fiel en plus. Donc voilà, cette carte va dépendre de est-ce qu'on peut vraiment faire des decks basés autour des sorts de fiel, sachant qu'on a une synergie sort de fiel, on a la 4-4 qui découvre un sort de fiel et qui réduit tous vos sorts de fiel de 1. Donc voilà, là on récupère un sort de fiel qui est pas cher, c'est bien d'avoir des sorts de fiel pas chers. On va en récupérer un autre qu'on va voir juste après, qui est l'emblème des mers. Au début de votre prochain tour, invoque un naga 3-3 avec provocation. Donc en fait c'est une créature en sommeil en fait. Vous mettez une créature en sommeil et elle se réveille au tour d'après. C'est fort parce que ça a taunt et que votre adversaire peut pas interagir avec en fait. Votre adversaire peut pas interagir avec tant que vous l'avez pas, tant qu'il n'a pas été invoqué, donc c'est cool. Hein. C'est juste une créature en sommeil. C'est un petit sort de fiel, c'est cool, ça coûte 1, ça coûte rien. Franchement j'aime beaucoup la carte. Ça invoque un truc à taunt, donc c'est vraiment du board intéressant. Je trouve la carte extrêmement forte. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ça synergise très bien avec Nespira. Ça synergise très bien avec les synergies sorts de fiel parce que ça coûte 1. Donc une fois que c'est réduit de 1, ça coûte 0. Ça veut dire que sur votre tour 4, vous pourrez jouer votre 4-4 et ça. Bon, ça arrive au prochain tour. Mais non, pour moi, c'est très fort. C'est très fort. Ça synergise bien. Et ouais. Petit sort, c'est pas cher. Ça permet de le balancer facilement pour réactiver le lieu. Donc c'est très bien. Mutant maléfique, cri de guerre, choisissez un sort de fiel dans votre main, vous en obtenez une copie. C'est ce dont je parlais quand j'évoquais la duplication. C'est fort avec emblème des mers parce que ça coûte 1 et ça vous fait 2 sorts de fiel à 1, donc pour Nespira c'est fort. C'est fort aussi avec l'infusion gangrénée parce que ça vous fait une convocation de plus et en plus ça coûte 2, donc c'est jamais très cher, c'est jamais trop un problème, hein, un sort qui coûte 2. C'est une 3-4 pour 3, donc le body est ok. C'est un naga, donc le naga sur Nespira, encore une fois, ça va revenir. En fait, là, on voit vraiment un archétype qui se crée, qui me plaît beaucoup, moi, hein, qui me plaît énormément. Pour faire presque quelque chose d'infini, en fait. On joue un sort de fiel, on récupère un naga, on joue un autre sort de fiel, on récupère un naga. Les nagas peuvent nous dupliquer les sorts de fiel et tout, donc je trouve ça vraiment très, 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 très cool. Très, très sympa à jouer. On a l'archétype un peu qu'on avait à l'époque. Bon, je jouais pas au jeu quand ça s'était sorti, mais l'archétype DH Naga Spell. C'est une Naga, un spell, une Naga, un spell. Et on a un peu de ça, mais qui est un peu moins broken et qui est un peu plus amusant, qui génère plus de value. Donc moi j'aime beaucoup. Encore en synergie avec ça, on a une autre Naga 5-5 pour 6, pêcheuse démoniaque vorace, coûte un cristal de moins pour chaque sort de fiel que vous avez lancé pendant cette partie. C'est super fort, surtout que vous dupliquez les sorts de fiel, vous avez des sorts de fiel pas chers, il y a encore des sorts de fiel dans le jeu hein, actuellement. On a la carte de la crypte qui découvre un sort de fiel. C'est pas la carte de la crypte, j'ai oublié la carte. Carte de la crypte c'est pour le deck. On a une carte du coup qui découvre un sort de fiel, si vous le jouez pendant ce tour vous en avez un autre. Donc c'est très fort. Cette Naga, vous pourrez la récupérer sur Nespira. Elle coûtera systématiquement 0 du coup parce que vous aurez joué des sorts de fiel pour activer le Nespira. Donc elle coûtera systématiquement 0. C'est très fort. Ça va tout le temps être une 5-5 pour 0. Vous allez avoir beaucoup de sorts de fiel à jouer dans votre game. Donc non, vraiment, cette carte est monstrueuse. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Elle coûtera 0. Elle coûtera 0 tour 5. Tour 6-7, elle coûtera 0. Donc ça vous fera du board gratuit en plus de pouvoir mettre des sorts qui pourront faire de la gestion. C'est trop fort. C'est trop fort. Crue subite, encore un sort de fiel, cette fois-ci beaucoup moins fort, selon moi. Pour 5 mana, inflige 5 points de dégâts aux 2 serviteurs adverses les plus à gauche et à droite, marginal recommence. S'il y a un seul serviteur en face, ça met 20 de dégâts en magie en marginal, donc c'est très fort. Mais bon, c'est quand même 5 mana, on pourra jouer autour du placement aussi. Des boards avec des créatures à 6 PV, ça va être chiant, parce que vous allez envoyer 2 coups dans la créature à 6 PV.
Et des créatures à 6 PV, il y en a dans ce set. Donc je pense pas que ce soit un bon sort. Je pense qu'il existe surtout pour alourdir le pool de sorts de fiel, parce que ce serait trop fort sinon. Et pour aussi alourdir le pool de marginal, parce qu'on va perdre des cartes marginales. C'est pour rendre tout ça un peu moins précis, parce que là, le fait de rajouter 2 petits sorts de fiel, ça rendrait les pools de sorts de fiel vraiment trop forts. Donc je pense que cette carte existe surtout pour les affaiblir. Barreau d'honneur de Broxigar inflige 1 point de dégâts à chaque serviteur. Vous piochez une carte pour chaque serviteur tué par ce sort pour 2 mana. C'est très bon comme sort. On a pu les pirates évidemment, on a pu le lieu pirate, tout ça qui part avec l'extension Paradis en péril à la rotation. Évidemment, sinon ce serait beaucoup trop fort. C'est une petite AOE. À voir si beaucoup de classes jouent des serviteurs à 1 PV pour pouvoir les tuer justement. Parce que vous pourrez tuer vos propres serviteurs, vous pouvez construire votre deck autour. Mais il faudrait que les serviteurs adverses aussi soient tuables pour pas juste tuer vos serviteurs, sinon ce serait un peu bizarre. Mais si vous arrivez à piocher 2 avec cette carte, la carte est monstrueuse. Carte est monstrueuse, en plus elle tue des serviteurs, donc ça vous permet d'activer Vestige. Donc en fait vous piochez des cartes grâce à ça, vous piochez des cartes grâce à Vestige. Ça me fait un peu peur honnêtement pour le DH cycle, sachant qu'on garde Broxigar, on garde les graines en sommeil, on garde pousser l'avantage et tout. Donc ça me fait un peu peur cette carte. Et qu'elle coûte 2, ça me paraît un peu bas. Je pense que ça va surtout dépendre du pool de PV des serviteurs qui seront méta en fait, des decks qui seront joués. Si c'est des gros decks tempo avec des serviteurs avec beaucoup de PV, je pense que la carte sera pas jouée. Autrement la carte peut être broken en fait et juste casser le jeu et donner encore un appui à DH cycle. Je trouve ça un peu bizarre. Mais pourquoi pas, on a plus de panda, donc le DH cycle est un peu moins un problème. Après DH cycle ça a quand même le potentiel de faire énormément de board avec les vestiges notamment. Donc je sais pas, à voir ce que ça donne. Et enfin, le Léviathan effroyable, une bête 9-6 pour 9 qui a provocation. Et cri de guerre, vous choisissez un serviteur adverse à qui voler 3 PV 3 fois. C'est nul. Tour 9, vous allez infliger 9 points de dégâts globalement au board. Donc vous volez des PV, donc vous infligez pas réellement des dégâts. S'il y a des boucliers divins, vous pouvez les bypass. Vous faites une 9-15 taunt pour 9. C'est fort, je dis pas. C'est très sensible au removal single target. C'est très sensible au silence. C'est lent, quoi. Je sais pas. Je pense pas qu'un deck pourra jouer ça. Pour activer Elise. Peut-être ce sera joué un jour pour activer Elise. Si Elise est jouable, toujours, ce qui m'étonnerait. Mais non, sinon cette carte est faible et elle sera pas jouée tout simplement. Elle est là pour alourdir le pool de serviteurs, j'imagine. Après, je sais pas trop sur quoi on découvre des bêtes, mais voilà. Pour moi, elle est là pour alourdir le pool de serviteurs. Donc voilà, pour résumer, ce set DH, colossal très fort, à voir si on aura des bons outils pour les contrer avec des bons taunts ou du bon gel. Package Fiel qui est très synergique avec le package colossal que j'aime beaucoup, qui sera pour moi assez fort, même peut-être le package Fiel sans le colossal. Quoique, vu que vous découvrirez quand même souvent en fusion gangrénée, c'est cool d'avoir le colossal pour activer la convocation. Mais non, un set que j'aime beaucoup, qui pour moi est tout à fait jouable, tout à fait fort, très intéressant, et que je testerai à la sortie de l'extension, de toute évidence. Et bien voilà, ce sera tout pour cette longue analyse, longue parce qu'il y avait du DK, qu'il y avait des choses à dire sur DK, et aussi parce qu'il y avait toutes les cartes, pas neutres mais multiclasses, qui devaient être analysées. Donc c'est une vidéo cette vidéo est plus longue que le seront les prochaines vidéos d'analyse, je vous rassure. Parce que j'aurais pas à tout expliquer. Mais voilà tout pour aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup ces deux classes. Je pense que je les essaierai beaucoup. Je pense que DK sera beaucoup moins fort que DH, mais j'aime quand même beaucoup DK. Donc moi je vais vous souhaiter une excellente après-midi. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui commentent. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Les liens sont dans la description. C'est presque tous les jours dans l'après-midi. Et sur Discord aussi, n'hésitez pas à rejoindre l'auberge. Encore une fois, tout est dans la description. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter encore une fois une excellente fin d'après-midi, une excellente soirée. Et à la prochaine, salut.